Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire Optime Déchets consacré aux filières. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes que tous les participants puissent se connecter. Nous attendons une 50aine de personnes. Merci. Bonjour à tous et à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous allons bientôt démarrer. J'espère que tout le monde nous entend et nous voit bien. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous mettre vos questions dans le chat. Nous attendons encore un petit moment, tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc, bonjour à tous, je pense que nous allons démarrer. La petite introduction que je vais faire concernant la technique du webinaire va permettre à tout le monde d'entrer dans cette rencontre. Donc, je vous remercie de vous être inscrits à ce webinaire Optime Déchets consacré aux filières. Je suis ravie de vous accueillir. C'est le premier webinaire Optime Déchets que nous faisons sur cette année 2021. Et c'est un thème que vous nous avez beaucoup réclamé. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions et à vos attentes. Donc, avant de laisser la parole à Serge Ponton et Alice Viau qui prendront le temps de se présenter eux-mêmes tout à l'heure, quelques précisions techniques comme je le disais. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez un lien replay après la présentation et vous recevrez également le support compilé. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vos micros sont coupés automatiquement, donc je vous invite à poser vos questions via le chat et on les prendra à la fin de chaque intervention, sachant que c'est un chat qui est fermé, donc ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas voir les questions qui sont posées par les autres, c'est tout à fait normal. Par ailleurs, à la fin du webinaire, lorsque vous vous déconnecterez, il y a comme d'habitude une petite enquête de satisfaction. Je vous remercie d'avance de prendre quelques instants pour y répondre afin qu'on puisse toujours améliorer notre service. Donc, les participants sont quasiment tous arrivés, donc nous allons démarrer. C'est moi également qui démarre sur la présentation du programme Optime Déchets, que j'ai l'impression que tout le monde connaît maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Bon, pour rappel, c'est un programme régional qui est soutenu par le FEDER et la région et qui nous permet d'accompagner et de sensibiliser les entreprises sur le thème des déchets, soit par des accompagnements collectifs comme aujourd'hui et avec des ateliers qui se sont faits en 2020 essentiellement en visio comme beaucoup, et puis en mode individuel, notamment à travers des diagnostics déchets. Si vous avez des questions sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à contacter vos conseillers CCI. Les contacts seront à la fin de la présentation. Je vous ai remis de façon très rapide la liste des documents, enfin des webinaires et des ateliers que nous avons fait en 2020. Tout est visible en replay sur le site de la CCI de région, donc n'hésitez pas à aller revoir des thèmes que vous n'auriez pas pu voir en direct. Et je vous ai mis le programme 2021 qui est un programme prévisionnel pour l'instant, à part le webinaire du défi anti-gaspi qui a eu lieu mardi. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le revisionner en replay également, puisqu'il y a eu une recette de mousse au chocolat en live et qui était visiblement fort appréciée des participants.
Donc moi, en termes d'introduction, je vais m'arrêter là. Je rappelle les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, mais vous les avez vus lors de votre inscription. Donc, je vais laisser directement la parole à Serge Ponton, vice-président de FEDEREC, qui va nous présenter la partie filière en détail. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Je me présente en 2 mots. Serge Ponton, je suis donc vice-président de FEDEREC Centre Sud-Est et annexement aussi patron d'une entreprise qui travaille sur la Loire dans le recyclage et dans le traitement de déchets. L'objectif de mon intervention est à la fois de vous présenter FEDEREC, mais pas que, parce que je dirais que c'est pas forcément FEDEREC le plus important. Le plus important, c'est de bien vous faire passer le message que on est dans un monde du déchet qui est en totale évolution, avec énormément de changements technico-économiques en cours, qui ont déjà eu lieu pour certains et qui vont continuer à évoluer dans les années à venir. Et donc, par conséquent, avec beaucoup d'opportunités ou beaucoup de sujets à traiter sur tout ce qui est valorisation. Donc, je vais démarrer par la présentation des chiffres du recyclage. Alors, c'est ceux de 2019, je vous prie de m'en excuser. Effectivement, on n'a pas encore compilé toutes les informations de l'année 2020, qui en plus est une année un peu particulière, hein, on ne va pas y revenir. En 2 mots déjà pour commencer, donc FEDEREC, c'est une fédération professionnelle d'entreprises du recyclage qui existe depuis un peu plus de 70 ans, qui en son sein regroupe à peu près 1200 entreprises, de la toute petite entreprise à la très grosse, sans citer de nom. Enfin voilà, tous les participants dans le monde du recyclage et du traitement de déchets sont adhérents de FEDEREC. Les éléments, donc les missions en l'occurrence d'une fédération professionnelle quelques FEDEREC, c'est effectivement promouvoir et valoriser les métiers de ses adhérents. C'est aussi de gérer une convention collective. Enfin, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est surtout, on va dire, d'aider entre guillemets les filières à se développer dans un cadre réglementaire et économique, comme je disais tout à l'heure, qui évolue régulièrement. Aujourd'hui, FEDEREC, c'est 8 syndicats régionaux, hein, donc, qui sont découpés assez simplement. Pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais de FEDEREC Centre Sud-Est. C'est celui dont on va parler, qui regroupe la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est par ailleurs 12 filières qui sont effectivement chacune dédiées à des matières ou des métiers particuliers. Donc vous les voyez apparaître à l'écran, chacune étant effectivement spécialisée, avec des entreprises qui peuvent être spécialisées ou généralistes, mais chacun ayant effectivement accès à l'ensemble des informations de la fédération professionnelle. Les chiffres que je vais vous présenter, donc effectivement, c'est déjà je vais vous parler très rapidement du respect de la hiérarchie des modes de traitement, qui est quand même quelque chose de relativement encadré. Et ensuite, derrière, comment faire pour que un déchet ne soit pas un déchet entre guillemets ultime à la fin de sa vie, mais soit effectivement en capacité d'être recyclé, enfin réemployé, recyclé ou revalorisé. Au niveau de... Vous pouvez passer voilà. Donc, reprendre la hiérarchie des modes de traitement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le meilleur, celui qui coûte le moins cher, c'est le déchet qu'on va éviter. Ensuite, derrière, effectivement, celui qu'on va pouvoir réemployer en fin de vie ou en fin d'utilisation chez soi. Ensuite, derrière, le recyclage, qui effectivement est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, nous, en tant que FEDEREC, le plus, hein, puisque c'est ce sur quoi on travaille. Mais on travaille aussi sur la valorisation énergétique, parce qu'on est bien conscient que le recyclage ne peut pas tout résoudre. Et puis, j'allais dire à la fin, l'élimination qui il y a encore 25 ou 30 ans en arrière représentait une très grande partie de ce qui était la fin de vie d'un déchet, et qui aujourd'hui a tendance à la fois sous l'impact des pouvoirs publics et de la réglementation, et puis surtout sur la problématique économico-environnementale, à diminuer progressivement. Voilà.
Donc, pour ce qui concerne la synthèse, grosso modo, des déchets, donc là, on parle bien au niveau national. En 2019, donc on a effectivement à peu près 33 millions de tonnes de déchets hors BTP, et le BTP représente à peu près 42 millions, enfin 42,8 millions de tonnes de déchets. Bon, en 2019, il y avait une petite baisse des déchets on va dire, qui laissait. Enfin, on a n'importe comment, depuis une dizaine d'années, on remarque effectivement les déchets ont tendance à diminuer, non pas parce que la production industrielle baisse, mais parce que effectivement les gens sont de plus en plus sensibles à la problématique du recyclage. Donc les volumes que nous on identifie, c'est ceux qu'on traite auprès de nos adhérents, et donc par conséquent on constate effectivement plutôt une petite diminution du tonnage auprès de nos adhérents. Si on rapporte ça effectivement donc aux caractéristiques de la profession, pour ce qui concerne de FEDEREC, donc je vous disais tout à l'heure, il y a 1200 entreprises adhérentes, 2400 établissements qui utilisent la convention collective. Donc on a effectivement la moitié des gens qui utilisent la convention collective qui ne sont pas adhérents de FEDEREC. Pour autant, bon, effectivement, aujourd'hui, ça représente en termes de nombre d'emplois, je crois que c'est la diapo d'après, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, alors non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave, grosso modo, je crois que c'est 12, je vais donner le chiffre, comme je ne le connais pas par cœur, je crois que c'est à peu près 12 ou 13 000 personnes qui travaillent dans cette convention, pardon, excuse-moi, 30 000 emplois, 31 000 emplois. Voilà. Les activités des entreprises de la profession, donc voilà, on a effectivement à peu près toute la palette avec le textile qui n'est pas forcément l'activité la plus déployée en France en termes de recyclage, mais effectivement la partie métaux ferreux, métaux non ferreux, et puis les déchets du BTP qui représentent effectivement un grand nombre de nos adhérents. Voilà, donc bon, nombre d'établissements professionnels par région, donc effectivement la région Auvergne-Rhône-Alpes, bon, assez classiquement, hein, c'est la troisième région d'Île-de-France en termes d'activité professionnelle, et ça représente, alors c'est vrai que le Hauts-de-France est plutôt surreprésenté en nombre d'établissements, mais après en termes d'activité, n'importe comment, le nombre d'entreprises est à peu près logique par rapport à l'activité industrielle française. Et donc on en revient, enfin c'est le même chiffre. Donc on a effectivement, et ça c'est important de le noter, et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 50% de PME dans les activités de notre secteur géographique. Donc effectivement, ça représente bien, on va dire, le déploiement et le schéma ETI, PME et grands groupes qu'on peut retrouver dans le monde du déchet. Voilà. Ça c'est une donnée qu'on présente un peu commercialement entre guillemets pour la fédération sur tout ce qui touche entre guillemets on va dire aux chiffres qui parlent. Hein, voilà, 1200. Si on prend effectivement 12 millions de tonnes de ferraille, c'est 1200 tours Eiffel qui ont été recyclées. Ça parle en général hein, quand on met ça en perspective. Et effectivement, aujourd'hui, on évite, dans le cadre de nos activités, 20 millions de tonnes de CO2. Pour ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est celle qui nous intéresse, donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12% de la population française et à peu près la même chose en termes de PIB, en représentation du PIB. Comme je vous le disais, nous on présente des statistiques groupées Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, effectivement, pour ce qui concerne, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, grosso modo, il y a à peu près une quarantaine de pourcents de PME et 60% de PME et 37% de grands groupes. Chacun représentant, voilà. Donc après, derrière, concernant la partie, là on est un peu plus dans le concret,
155 entreprises en Rhône-Alpes-Auvergne qui appartiennent à Fédérec et ça représente donc 4152 emplois. Ensuite, derrière, donc on va rentrer un peu plus dans les chiffres et dans tout ce qui, on va dire, dans les chiffres qui nous intéressent. Tout à l'heure, je vous ai présenté donc les tonnages traités par nos différents adhérents au niveau national. Vous avez la décomposition là sur la diapositive au niveau local. Donc, on se rend compte effectivement que tout ce qui est déchets du bâtiment et DIB représente une bonne partie des tonnages qu'on traite. Donc, on traite et qu'on trie dans nos centres de tri. Ensuite, effectivement, le gros du volume, c'est les métaux ferreux, les papiers cartons, le bois. Et puis ensuite, derrière, des produits un petit peu moins denses ou un petit peu moins faciles à valoriser. Et on finit par effectivement le plastique et le textile, qui sont les deux matières un peu plus compliquées à traiter. Donc ensuite, bon, alors après là, on est effectivement sur des grands chiffres, hein, la notion de changement climatique avec les équivalents et les consommations d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est un concept qu'on connaît depuis très longtemps, tout produit recyclé génère, ou tout au moins dans le cadre de son recyclage, consomme à peu près 2 fois moins d'énergie que le même produit fait avec de la matière première. En clair, pour prendre un exemple, hein, une tonne de carton recyclé aujourd'hui, pour être produite, consomme 2 fois moins d'énergie qu'une tonne de carton qui va être faite à partir de la fibre de bois. Et ça, c'est vrai sur tous les produits. Plus ou moins, un pourcentage plus ou moins important, mais on est toujours autour à peu près de 50% d'économie d'énergie. Donc, d'où le fait de pouvoir dire qu'effectivement, le recyclage en Auvergne-Rhône-Alpes, ça génère effectivement une très grosse économie d'énergie et surtout qui dit énergie, dit effectivement production de CO2. Voilà. Donc, sur la partie papier-carton, donc au niveau national, c'est à peu près 6 800 000 tonnes de papier-carton qui sont collectés et recyclés aujourd'hui au niveau national, enfin, avec beaucoup plus de carton que de papier. Bon, le papier étant effectivement aujourd'hui plutôt en perte de vitesse. Hein. C'est pourquoi, puisque le papier, il y a tout ce qui était journaux magazines et tout ce qui était effectivement auparavant papier de bureau. Le papier de bureau, c'est plutôt stable. Le journaux magazine, ça a plutôt tendance à baisser. Emballage carton, par contre, effectivement, il y a un petit rebond en 2019. Il y avait une petite baisse en 2018. Mais globalement, c'est aussi relativement stable. La provenance, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la provenance effectivement, quant à elle, effectivement, elle est surtout liée aux entreprises de collecte industrielle dont c'est le métier, et puis la collecte des papiers de bureau et la collecte des emballages issus de la collecte sélective. Si on raisonne en chiffre d'affaires pour ce qui concerne le papier carton, effectivement, le chiffre d'affaires de la matière, pour ce qui concerne les activités de notre métier, est essentiellement dû à la valorisation du produit. Donc, c'est pour ça qu'on a des grosses variations en fonction du moment de marché, hein, puisqu'on est soumis aux aléas du marché, comme des matières premières, comme à peu près tous les produits. En fait, on est indexé hein, sur toutes les matières, on est indexé aux matières premières. Et donc, par conséquent, en fonction du prix de la matière première, effectivement, les valorisations de produits sont complètement différentes. Donc, on a des fluctuations assez importantes de chiffre d'affaires en fonction des activités pour un tonnage qui peut de temps en temps, enfin, qui peut être à peu près similaire d'une année sur une autre. Ce qui est important, c'est effectivement la répartition des volumes vendus. Cette diapositive n'aurait pas été la même il y a quelques années, puisqu'effectivement, et particulièrement sur le papier carton, on avait un gros marché sur l'export qui, à un moment donné, s'est arrêté, ce qui a eu pour objet d'ailleurs et pour vocation d'avoir des variations de prix assez importantes sur le papier carton. Et du coup, c'est le marché français qui a repris la main, marché européen bien sûr, globalement. Et aujourd'hui, une grande partie de ce qui est recyclé est traité sur le marché européen, pour ce qui concerne le papier carton.
Voilà, bon, on revient sur ce que je vous expliquais. Alors après, avec on parlait de Chapelle Darblay, mais enfin bon, c'est pas forcément le plus important aujourd'hui. Ces Chapelle Darblay, c'était quand même essentiellement des gens qui faisaient de la collecte sélective, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour autant, sur les papiers graphiques, effectivement, le marché, ce que j'expliquais tout à l'heure, il est effectivement soumis à des phénomènes de croissance et de décroissance liés aux activités sud-est asiatiques qui, à un moment donné, nous ont un petit peu lâchés. Et donc, il a fallu qu'on réinvente, entre guillemets, nos filières avec les papetiers. Voilà. Pour ce qui concerne le plastique, alors une grosse partie de ce qui aujourd'hui est traité de ce qui est capté en plastique vient effectivement de la collecte sélective. Pour ce qui concerne la collecte industrielle, on se rend compte qu'effectivement depuis plusieurs années, il y a une vraie volonté de développement de cette filière et il y a une vraie volonté de recyclage du plastique, à la fois par les pouvoirs publics qui mettent, on va dire, de plus en plus de contraintes au traitement des plastiques, mais aussi parce que, effectivement, c'est pour le coup un produit qui a alors, une valeur ajoutée, on va dire, pas forcément très positive sur le traitement, puisque c'est un produit qui est très peu dense, donc qui voyage très mal et qui du coup prend beaucoup de place au moment du transport. Donc on essaye aujourd'hui, il y a une vraie volonté aujourd'hui de valoriser le plastique. Le plastique, c'est quand même particulièrement un produit difficile à traiter puisque aujourd'hui il y a énormément de types de plastique. On n'en est pas forcément conscient parce qu'on met dans le mot plastique un peu tout ce qui est générique, mais il faut savoir que effectivement entre on va dire un pot de yaourt et une bouteille, on ne va pas forcément être sur les mêmes résines de plastique. Et puis une coque de téléphone, c'est encore pas la même résine de plastique. Et puis un pare-choc de voiture, c'est encore un autre type de plastique. Donc tout ça fait qu'à la fin, on est sur des plastiques qui ne sont pas forcément miscibles, qui ne sont pas forcément tous recyclables de la même manière, qui chacun nécessite un tri à la source et une gestion de flux particulière pour pouvoir être traité et valorisé à l'optimum. Donc, c'est effectivement une filière en développement. Comme je disais tout à l'heure, les pouvoirs publics poussent pour qu'effectivement ça soit le cas. Et aujourd'hui, on remarque effectivement depuis plusieurs années une augmentation des tonnages en recyclage dans ces matières. Si vous avez des plastiques, je vous conseille effectivement de bien regarder le sujet et de vous adresser à des gens spécialisés dans le domaine en appelant la Fédération du recyclage qui vous donnera localement les interlocuteurs en capacité de vous répondre. Ce que je vous disais tout à l'heure, bon là on a fait ressortir sur la statistique 5 types de produits, mais il y en a beaucoup d'autres et effectivement on se rend compte que la répartition elle est relativement homogène. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément simple de savoir à quoi on a affaire quand on a du plastique, sauf quand on est un industriel et dont c'est le métier qui, lui, va recycler directement, va être en capacité de dire « moi, je ne travaille qu'avec du polypropylène ou qu'avec du polyéthylène ». Voilà. Donc ça, c'est effectivement, la connaissance de la matière est très importante dans le domaine et un peu technique. Voilà, donc bon, alors on a aussi été soumis dans les dernières années aux évolutions des marchés émergents, puisque le marché asiatique nous a pendant des années tiré un peu par le haut, ce qui en soi était intéressant, mais pas forcément primordial, parce que du coup on se rend compte que quand derrière le marché asiatique a fermé plus ou moins les portes, il a fallu qu'on réinvente des filières et du coup aujourd'hui on travaille essentiellement sur les marchés européens et c'est très bien comme ça d'ailleurs que ça nous permet effectivement de réalimenter nos filières de production initiale. Donc pour changer encore pour rebondir sur une troisième qualité après le papier carton et le plastique. Ouais, non, on a beaucoup parlé de plastique. Donc le textile, là le textile, c'est clairement la filière, on va dire, c'est ce que les chiffres
je vous ai présenté faisait ressortir, c'est effectivement une filière qui n'est pas très développée, alors pour plein de raisons. Déjà parce que le marché du textile n'est pas forcément le marché du recyclage européen du textile n'est pas forcément très développé non plus. Pour autant, il y a quand même des filières qui existent et qui fonctionnent avec voilà, des volumes qui, en termes de tonnage, ne sont pas les plus importants, hein, puisqu'on parle effectivement de 140 ou 250 000 tonnes de déchets, ramenés aux millions de tonnes, enfin aux 6 millions de tonnes de papier carton. C'est vrai que c'est pas le plus gros du volume, mais c'est une filière qui fonctionne. Et globalement, aujourd'hui, c'est une filière qui se tient plutôt bien. Voilà. Donc, clairement, sur l'activité industrielle, c'est pas forcément que là, il y a plus de volume. Donc, voilà, on va peut-être pas forcément insister beaucoup sur le textile. Donc, après, derrière, voilà, c'est pas... Alors, si pareil, si vous avez du textile, il y a des spécialistes dans votre région qui sont en capacité de vous répondre et qui sont en capacité de trouver des solutions pour votre filière textile. Donc là, on arrive sur les gros tonnages que sont les tonnages de métaux ferreux et non ferreux, puisque on a à peu près la déclinaison. Donc ça, c'est effectivement le gros du volume aujourd'hui de ce qui est trié. Alors déjà, parce que ça fait, c'est des filières qui existent depuis très longtemps. C'est des filières qui, aujourd'hui, la scierie, effectivement, on ne la présente plus, mais la scierie française, européenne et même mondiale fonctionne en très, très grande partie avec des produits recyclés. Les variations dont on parle là sont malgré tout peuvent paraître importantes quand on parle de 4-5%, mais dans les faits, c'est plutôt lié à l'activité industrielle qu'au fait qu'on baisse entre guillemets les volumes de recyclage. Aujourd'hui, c'est pas forcément sur ces produits-là qu'il y a le plus de tonnage à aller chercher et récupérer, puisque la plupart des industriels qui aujourd'hui produisent de la ferraille ou des métaux savent pertinemment que c'est des produits qui sont valorisables et ont tendance à le trier. Donc là encore, pareil, voilà, on peut effectivement dérouler les PowerPoint, mais dans les faits, voilà, l'activité, le gros de l'activité, effectivement, le gros de la production industrielle est effectivement lié déjà aux gens qui travaillent les métaux et qui travaillent les ferrailles. Et ensuite, derrière, voilà, chaque producteur de déchets industriels, dans le cadre de son activité, sait qu'effectivement, la valorisation de ces produits est positive, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas un coût, c'est un non-coût. Donc, c'est un déchet qui est assez facilement triable et valorisable. Les volumes sont importants, donc voilà, c'est pas... On est exactement sur la présentation de la partie non ferreux, donc métaux ferreux et non ferreux, c'est bon, on a des volumes un peu moins importants non ferreux, bien sûr, mais par contre, voilà, on est toujours sur la même logique, avec des très fortes variations. Pareil, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les marchés des matières premières, on est complètement indexé sur le prix de la matière première et sur les tensions de marché qu'il peut y avoir sur le cuivre, sur l'aluminium, sur le zinc, sur le laiton, enfin bref, en fonction des produits, voilà, on est soumis aux variations du marché. Ce qui, pour quelqu'un qui produit des petits volumes, peut être surprenant, mais qui, pour des gens qui effectivement travaillent dans le milieu du déchet, est assez classique, puisque voilà, on est quand même régulièrement soumis à des aléas et à des variations sur les matières premières. Donc, on finira par les déchets non dangereux. Donc, je vous rappelle la pyramide présentée tout à l'heure. La pyramide présentée tout à l'heure sur les déchets non dangereux, elle est quand même beaucoup liée au fait de ne pas les produire. Donc, je réinsiste dans la présentation, et c'est pour ça qu'on l'a présenté comme ça, pour dire qu'effectivement, si on peut arriver à éviter d'être en bas de la pyramide, on est beaucoup mieux que quand on est tout en bas. La filière CSR, donc déchets non dangereux en mélange, c'est une filière qui est complètement naissante en France, puisque c'était pas vraiment dans la génétique de départ que de considérer la valorisation matière énergétique comme de la valorisation matière. Pour autant, c'est effectivement une filière qui est en train de se créer,
porté en grande partie par les cimentiers depuis une dizaine d'années, puisqu'effectivement, c'est eux qui ont besoin de pouvoir calorifique, donc qui se sont rapprochés des producteurs de déchets. Enfin, quand je dis producteurs de déchets, c'est effectivement les gens de notre fédération professionnelle, entre autres, et en leur disant, écoutez, si vous êtes en capacité de préparer de la matière avec des produits non valorisables, et que ce type de matière ait un pouvoir calorifique à peu près homogène et une granulométrie à peu près homogène, ça nous intéresse de pouvoir effectivement mettre ça dans nos fours pour pouvoir créer de la chaleur et produire notre ciment. C'est en train d'évoluer, c'est une filière qui va se développer, on le sait, ça fait quelques années qu'on espère qu'elle se développe un peu plus vite. Bon, là, on est vraiment en train de toucher du doigt ces nouvelles filières. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire la première chose que bon, on ne peut pas tout mettre dedans déjà, ça c'est la première chose. Donc ça veut dire que malgré tout, ça nécessite de bien avoir identifié les produits qu'on va pouvoir traiter. Il y a pas mal de chaînes de CSR qui se sont construites ces dernières années portées par nos adhérents. Là encore, pareil, il y a effectivement un métier qui s'est créé. Et donc, globalement, aujourd'hui, on sait que voilà, c'est une alternative, on va dire ultime, c'est le cas de le dire, à l'enfouissement. Et donc, aujourd'hui, ça ne porte pas encore énormément sur les volumes, puisque bon, on parle de 350 000 tonnes en 2019. Mais effectivement, je pense que ces chiffres vont évoluer sensiblement dans les 5-6 prochaines années, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a des chaufferies qui sont en train de se créer, qui seront en capacité d'accepter du CSR ou qui voudront du CSR. Et donc, par conséquent, des capacités de volume vont s'ouvrir dans le domaine. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, l'idée, c'est de voir évoluer cette filière. La dernière partie, donc on est aussi sur la valorisation énergétique, mais sous une autre forme, c'est les déchets organiques. Les déchets organiques, c'est… Alors, déjà, les déchets organiques, il faut savoir que le législateur a mis en place quelque chose en 2012. Ça ne s'est pas trop su, mais effectivement, les pouvoirs publics ont poussé à ce que les déchets organiques sortent des flux de déchets qui partaient en décharge ou en incinération, que ce soit pour les industriels ou pour les particuliers demain. L'idée, c'est effectivement de faire en sorte que les déchets alimentaires, en fait, ils rentrent dans on va dire, ils sortent de l'enfouissement et ils repartent, entre guillemets, au sol de là où ils venaient. En quelques mots, l'idée principale, c'est effectivement d'éviter, on va dire, que les amendements organiques qui soient apportés au sol agricole soient des amendements chimiques. Et donc, pour recarboner un peu les sols, l'idée, c'est plutôt d'essayer de se servir des déchets alimentaires, soit produits, alors au départ, effectivement, on a ciblé la grande distribution, l'industrie agroalimentaire et la restauration collective, et puis plus on avance et plus effectivement les choses vont toucher, on va dire, les petits volumes, puisqu'en 2023, c'est les particuliers qui se mettront à trier les biodéchets chez eux. Et donc, le législateur a effectivement poussé cette filière dans le but de à la fois sortir les volumes et puis créer une croissance verte, c'est-à-dire une capacité que ces produits ont ou à se servir de la capacité que ces produits ont à pouvoir produire de l'énergie. Et donc, aujourd'hui, le développement de cette filière est intimement corrélé aussi au développement des filières de méthanisation, puisque effectivement, ces produits sont méthanisables. Donc, on a effectivement en parallèle du développement de cette filière la mise en place d'un certain nombre d'unités de méthanisation agricoles ou industrielles, voire éventuellement locales, voire portées éventuellement par les collectivités locales, pour justement se servir de ces produits qui ont une bonne capacité méthanogène plutôt que de les composter et donc produire du gaz vert. Enfin, voilà, sans forcément citer de marque, il y a quelques publicités qui sont parues ces derniers mois dans la presse ou à la télé où effectivement on vous explique ce qu'est le gaz vert. Donc filière en fort développement, vraie volonté effectivement de pousser vers ces choses-là. Et donc aujourd'hui, on est sur des tonnages qui sont relativement importants, hein, puisque
pour donner un chiffre un peu basique, aujourd'hui, un repas particulier, c'est à peu près, entre sa préparation et ce qu'on appelle sa chute de repas, c'est à peu près 150 grammes de déchets alimentaires qu'on jette à la fin. Donc voilà, si on ramène ça au nombre de repas et au nombre de personnes qui mangent tous les jours, c'est effectivement pas neutre en termes de production de déchets. Que ce soit pour les particuliers, ça on en a parlé, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais aussi pour les industriels qui peuvent avoir des cantines ou qui peuvent avoir effectivement des endroits où les gens mangent. Donc tout ce qui peut être évité, tout ce qui peut être mis là, ne sera pas mis forcément en décharge ou en incinération à la fin. Donc on finira par tout ce qui est bois. Donc bois, pareil, on est sur des filières qui sont un petit peu comme les ferrailles et les métaux. Hein. C'est des filières qui existent depuis plusieurs années, avec beaucoup de bois qui repartaient dans la filière panneaux à une époque. Aujourd'hui, un petit peu plus qui repartent en bois énergie, donc on est un peu sur le bas de la pyramide. Pour autant, effectivement, aujourd'hui, c'est une filière qui fonctionne bien. Et l'avantage du bois, c'est que l'on connaît effectivement sa capacité et recyclable et énergétique. Donc, on n'a pas vraiment, c'est pas trop compliqué de le trier, quoi. On sait de quoi on parle. Donc, on est sur des tonnages relativement importants, hein, puisque 7 millions de tonnes, c'est pas neutre. Et aujourd'hui, pareil, de la même manière, on a effectivement une bonne partie qui sont aujourd'hui recyclées et revalorisées. Bon, le verre, je sais pas forcément, voilà, j'y passerai pas beaucoup de temps parce qu'il y a assez peu d'industriels touchés par le verre, sachant qu'effectivement, c'est quand même des métiers spécifiques. Donc, en général, les gens qui utilisent du verre, ils connaissent la filière de valorisation et la filière de. Voilà, donc en conclusion, pour ce qui concerne le message que j'ai à faire passer aujourd'hui, je dirais que la gestion même de vos déchets va évoluer. Elle va évoluer parce que vous êtes, à mon avis, déjà intéressé par leur coût. Et clairement, le coût d'une filière, on va dire, ultime de traitement n'a pas vocation à baisser dans le temps. Depuis quelques années, et si je prends les deux dernières années, les prix de traitement ont sensiblement augmenté, sans forcément rentrer dans les détails, mais on a subi jusqu'à plus de 50% de hausse sur le prix du traitement d'un déchet ultime. Donc, tout ce qui peut aujourd'hui être évité, effectivement, c'est une économie pour aujourd'hui, mais c'est aussi une économie pour demain parce que ça va continuer. Et on le sait, parce qu'il y a de moins en moins de capacité d'enfouissement, et deux, parce qu'en plus de ça, les pouvoirs publics ont légitimé l'évolution économique de ces filières par l'augmentation de la TGAP, qui est effectivement une taxe perçue par l'État, et on sait que la TGAP va continuer à augmenter dans les années futures. Donc, dans la réflexion autour du déchet et autour de sa valorisation, il est clair que les équilibres économiques d'hier ne seront pas ceux de demain, et donc par conséquent, il vaut mieux éviter un déchet, il vaut mieux le recycler, il vaut même mieux éventuellement le travailler sur sa valorisation énergétique plutôt que de l'enfouir. Voilà. Alors du coup, j'ai pas. Alors, j'ai deux questions que je vais vous poser. Si on peut y répondre, par contre, assez rapidement pour laisser suffisamment de temps à Alice pour sa présentation. Donc, Denis nous demande que faire des plastiques plutôt techniques, notamment ABS. Est-ce qu'il y a des filières spécifiques pour ces plastiques-là? Oui, il y a des filières. Il existe des filières spécifiques pour tous les produits plastiques aujourd'hui. Après, on est toujours sur un point d'équilibre technico-économique qu'il faut étudier en fonction de la capacité de la personne à les trier, déjà pour commencer, à bien les trier. Ensuite, à la capacité du producteur à les stocker pour avoir effectivement un effet volume. Et c'est encore plus vrai dans le plastique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est un produit qui est
qui est peu dense, donc qui est forcément un peu difficile à transporter. Mais on arrive à résoudre ces écueils aujourd'hui parce que, effectivement, globalement, le contexte global fait que on peut le faire voyager un petit peu si on est capable de le densifier. Et donc, par conséquent, oui, bien entendu, on sait valoriser que ce soit de l'ABS, du polycarbonate ou du polystyrène, tout est valorisable. Après, il faut l'analyser en fonction de là où ça se trouve et de combien ça se trouve. D'accord, merci. Et donc, Claire a une question concernant les CSR. Elle demande, financièrement parlant, pourquoi doit-on payer pour envoyer un déchet en CSR alors qu'il s'agit d'un combustible pour les cimenteries? Alors, en réalité, c'est assez simple à comprendre. C'est qu'en fait, l'opération économique de vente de l'énergie, elle est contrainte à la qualité du produit qu'on va livrer. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le produit qu'on va livrer, ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une benne de déchets industriels issus de n'importe quel type d'industrie ne peut pas partir en CSR tel quel. C'est-à-dire qu'il nécessite un tri, il nécessite une calibration, il nécessite un travail. Et ce travail-là, il n'est pas gratuit. Donc, par conséquent, aujourd'hui, on est dans une démarche économique où l'énergie est encore payante, c'est-à-dire qu'en fait, on paye malgré tout aujourd'hui un cimentier pour lui livrer du CSR, ça il faut le savoir. Mais en plus de ça, on a effectivement un coût de préparation et de conditionnement qui n'est pas neutre. Et donc, par conséquent, oui, effectivement, aujourd'hui, ce qui est valorisation énergétique coûte de l'argent. D'accord, merci. On va laisser la parole à Alice pour qu'elle ait le temps de faire sa présentation tranquillement. Il y a quelques autres questions dans le chat, mais qui sont plutôt des questions spécifiques filières. Donc, je pense que Alice va pouvoir y répondre au moins en partie. J'espère. Je me présente rapidement. Je suis Alice Viau. Je suis chargée de mission au sein de SINDRA, l'Observatoire des déchets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aujourd'hui géré par Aura2E, donc c'est l'agence régionale environnement et énergie, donc les 2E. Et donc, je vais essayer de vous présenter dans un premier temps très rapidement ce qu'on fait à l'Observatoire SINDRA, et ensuite l'outil en question, quel déchet, quelle solution, qui permet d'identifier les filières et savoir ce qu'on peut faire des déchets qu'on produit. Et puis ensuite, je serai également rapidement l'évolution de l'observatoire vers un observatoire ressources. L'observatoire des déchets SINDRA, il existe depuis plusieurs années maintenant, et ses missions sont de collecter des données, donc les données des installations de traitement, et de produire à partir de ça des indicateurs à différentes échelles. Donc, quand on parle d'indicateurs, on va parler par exemple de ratio de production de déchets par habitant, ou par effectif salarié quand il s'agit des DAE. On va aussi parler de tonnage enfoui, de tonnage valorisé matière, par exemple. Quand on dit différentes échelles, ça va être la plupart des indicateurs sont à l'échelle régionale, mais on peut aussi les calculer à l'échelle départementale quand cela est nécessaire. L'observatoire permet à la région de piloter sa politique en termes de déchets. En fait, les indicateurs qu'on produit sont livrés à la région dans le cadre du suivi du volet déchets du SRADET, qui est la grande stratégie en termes de gestion des déchets au niveau régional. On a aussi un rôle d'information, donc grâce à différentes newsletters ou le site internet ou les synthèses qu'on produit, de diffuser l'information qu'on a pu recueillir et produire sur la collecte, sur le traitement des déchets. Et enfin, ça se veut aussi un lieu d'échange entre acteurs, entre installations, on va dire, entre professionnels du milieu des déchets, mais aussi dans nos partenaires, on a aussi les collectivités, les syndicats de déchets, mais aussi les institutions comme la CCI, la CMA, et aussi les fédérations professionnelles comme FEDEREC, ou aussi la FNAD, le SNEFID.
Ensuite, donc l'observatoire a été créé en 2000. À l'origine, il a été créé avec plutôt les départements qui, à l'époque, avaient la compétence déchets. Et depuis le passage à la région de cette compétence, c'est la région et l'ADEME qui pilotent l'observatoire. Donc, ce sont nos financeurs et ce sont à eux qu'on va rendre les indicateurs, par exemple, les différents livrables. En ce qui concerne Aura2E, donc l'agence énergie-environnement de la région, on est, nous, opérateurs techniques, donc on agit pour le compte de la région et de l'ADEME, et on est opérateur technique depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans cet observatoire des déchets Syndra? Historiquement, on se concentre plutôt sur les déchets des ménages et assimilés, les DMA. Et petit à petit viennent s'ajouter les déchets des DAE. On a 3 enquêtes historiques qui sont donc on lance des questionnaires pour connaître les flux entrants et flux sortants sur les installations de traitement qui sont gérées par des privés. On enquête, donc on questionne aussi toutes les collectivités qui ont en charge la compétence déchets en propre ou qui la délèguent à un syndicat. Donc on va leur demander aussi tous les flux, par où ils sont entrés, on va dire, sur les installations et qu'est-ce qui en a été fait après, les différents exutoires. Et on a une enquête ciblée sur les méthaniseurs. Dans les enquêtes installations de traitement privé, il y a une grande partie qui concerne des centres de tri. Et donc, sur les centres de tri, il y a des DMA, mais il y a aussi beaucoup de centres de tri qui reçoivent aussi des DAE. Donc, on a une vision aujourd'hui partielle des déchets des activités économiques, donc DAE, déchets des entreprises qui sont produites. Et c'est une des évolutions cette année, c'est d'avoir une vision la plus complète possible des DAE produits sur le territoire et des différentes filières. Donc, une fois qu'on a fait ces enquêtes, on a reçu les questionnaires, qu'on les a traités, analysés, consolidés, on va en produire des synthèses et calculer les indicateurs pour la région. Après, sur demande, pour des porteurs de projets ou pour des syndicats ou pour les départements, on peut affiner les synthèses ou les indicateurs pour répondre aux différentes sollicitations. Donc, comme je viens rapidement de le dire, Syndra est centré jusqu'à maintenant sur les déchets des ménages et on va l'étendre cette année à l'ensemble des sites recevant des DAE. Donc là, on est en train d'établir notre liste, notre champ d'enquête. Donc la nouvelle enquête va partir très bientôt pour qu'on puisse, dès cette année, avoir une vision complète de l'ensemble des déchets des entreprises traités sur le territoire, valorisés. Et surtout, ce qu'on va chercher à avoir, c'est aussi tout ce qui peut être substitué en termes de matière à partir de déchets. Donc, on va identifier les producteurs et les flux de matières premières secondaires. Et tout ça, c'est dans l'idée derrière de plutôt aller vers l'économie circulaire, de passer des déchets plutôt aux ressources. Et donc, on va essayer de cartographier les ressources et les disponibles et les besoins matières sur le territoire. Et cette année en particulier, on va faire un focus sur la filière plastique. Donc, il y aura, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus en détail sur cette filière-là, sur les besoins et sur ce qui est produit en termes de matières premières secondaires sur le plastique. Voilà. Et donc, sur le site internet syndra.org, vous pouvez trouver pas mal d'informations, donc toutes les synthèses, les publications que l'on fait et qu'on met à jour annuellement. Donc, il y en a sur la collecte des déchets, il y en a sur le traitement des déchets avec les différentes voies de valorisation et de traitement, sur la prévention, aussi il y a une plaquette spécifique sur les biodéchets. Vous pouvez aussi trouver sur le site internet des cartographies qui présentent la localisation de toutes les installations de traitement et de valorisation des déchets. Et enfin, un annuaire d'entreprises qui souhaitent être référencées donc là, c'est l'outil Quel déchet, quelle solution que je vais vous détailler un peu plus directement sur le site. Hop, si on peut le...
le temps qu'il se charge. Donc voilà comment se présente le site. Il faut savoir qu'il est en évolution et une nouvelle version devra être mise en ligne d'ici la fin de l'année, donc il sera plus ergonomique. Mais aujourd'hui, donc pour la partie quel déchet, quelle solution, donc c'est-à-dire que vous avez un déchet, vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez le déposer, vous ne savez pas à qui vous faire appel pour le traiter. Donc vous allez dans cette partie-là pour un professionnel et vous arrivez sur un outil de recherche. Donc on va faire un exemple. Le plus simple quand vous avez un déchet dont vous ne savez pas quoi faire, c'est de sélectionner collecteur et centre de traitement. Et donc là, on va prendre l'exemple avec du plâtre. Dans un rayon, donc il faut indiquer un rayon. Donc là, on peut indiquer 10 km ou 15 km autour d'Albertville, par exemple. On envoie la réponse et ensuite, ça s'affiche sous forme de carte. Donc, il y a dans la première partie des références à consulter si vous voulez avoir plus d'informations sur ce type de déchets-là. Cette liste n'est pas exhaustive. On a essayé de citer quelques exemples à chaque fois par type de déchet. Ensuite, il y a la carte avec les installations qui acceptent le déchet recherché. Donc là, par exemple, on peut voir que les déchets sur ce territoire-là, il y a 3 prestataires aujourd'hui qui sont référencés, auxquels vous pouvez, voilà, en cliquant dessus, on a plus de détails, c'est-à-dire sur les coordonnées, l'adresse, les contacts. Et puis ensuite, c'est un site qui a plusieurs services et donc chaque service est détaillé avec les déchets acceptés et voilà, même jusqu'aux agréments. Et puis ensuite, il peut y avoir des petits commentaires sur le site. Donc tout ça est disponible pour tout le monde, grand public et entreprise. Donc il y a des onglets, par exemple, sur là les prestataires. Ensuite, il y a les déchetteries des collectivités qui sont accessibles aux professionnels, qui sont encore accessibles aux professionnels. Et si on prend un autre exemple, par exemple les biodéchets, ou déchets verts, sur la commune, je ne sais pas où ce y est. Donc là, d'autres résultats, bien entendu, vont s'afficher. Et là, par exemple, sur ce territoire-là, il y a une déchetterie professionnelle. Et donc là, il y a un onglet spécifique pour les déchetteries des professionnels. Et de la même façon, vous pouvez, en cliquant dessus, avoir plus d'informations. Donc sur le maître d'ouvrage, donc qui est-ce qui gère cette installation, cette déchetterie pro, et avec les horaires et les conditions d'accès des professionnels. Et bien entendu, l'ensemble des déchets acceptés. Donc toutes ces informations-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont accessibles à tout le monde de façon publique et gratuite. Elles sont mises à jour au fil de l'eau, c'est-à-dire quand les installations les maîtres d'ouvrage nous font part qu'il y a une erreur ou qu'il y a une évolution dans les déchets qu'ils peuvent recevoir, ils nous en font part et nous on met à jour le site internet. Et voilà. Après, nous, si on voit qu'il y a des évolutions, des nouveaux sites, on les ajoute aussi directement. Et voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie quel déchet, quelle solution. Sur le site internet, vous pouvez, au-delà de cet outil quel déchet, quelle solution, si vous avez des questions sur les filières, si vous voulez des chiffres sur les tonnages produits, ça va être, tout va se trouver dans la partie au-dessus, déchets non dangereux, déchets dangereux et déchets du BTP. Voilà pour le site internet. Et si on revient à la présentation, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Juste, voilà, le site internet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est en évolution. Donc là, il y a encore
des informations de toute façon qui sont mises à jour au fur et à mesure que nous on produit des synthèses, qu'on échange avec les installations. Là, avec cette année, la nouvelle enquête sur les déchets des activités économiques, il y aura forcément des nouvelles plaquettes, enfin, on va dire une nouvelle synthèse pour présenter les résultats de nos observations. Donc, vous pourrez retrouver de toute façon tous les documents que nous pouvons produire sur le site internet sindra.org. Merci Alice. Alors j'ai effectivement quelques questions dans le chat qui portaient sur la mise à jour, donc je pense que vous avez répondu déjà dans votre présentation. Une question de Emmanuel concernant le film étirable en polyéthylène. Donc effectivement, la plateforme ne permet pas de descendre au niveau des plastiques à ce niveau de détail-là. Donc je ne sais pas si vous avez un complément sur ce point-là à apporter. Alors, sur la partie, on va dire, technique du site internet, c'est qu'il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en évolution. Donc, ces points-là seront sur le nouveau site. On va essayer de détailler le plus possible par type de plastique. Mais aujourd'hui, sur les filières, je pense que là, pour le coup, Fédérec peut vous renseigner quand c'est des besoins particuliers. Donc, il y a une autre question de Élise qui demande « Sait-on comment le déchet va être traité afin de faire le meilleur choix entre les prestataires ?» Alors, je pense que sur le site sindra.org, on ne va pas avoir la destination, si ça va être une valo énergétique ou valo matière. Ça, c'est en discutant avec l'installation. Et après, nous, on travaille aussi sur la base de données Sinoé, c'est une base de données nationale qui va regrouper l'ensemble des installations du territoire, où là, il y aura plus de détails. Donc, en fait, après, si vous voulez des détails sur chaque installation, il faut aller sur sinoé.org, qui est la base de données nationale qui présente en détail les filières et les exutoires. C'est vrai qu'on peut aussi, je pense, cliquer sur les prestataires proposés par la base. Vous avez présenté le détail. Par exemple, film étirable, je pense que ça peut apparaître si le prestataire est allé dans ce niveau de détail-là par rapport à sa prestation. Puis après, il ne faut pas hésiter à interroger directement les prestataires et leur poser la question de toute façon, parce que rien ne sera plus précis que ça. Peut-être dire aussi, et vous l'avez évoqué, que c'est une base qui recense les prestataires qui souhaitent être référencés. Donc, elle n'est pas forcément exhaustive parce que certains, peut-être, ne souhaitent pas apparaître sur la base. C'est ça. C'est ce qui peut expliquer pourquoi peut-être votre récupérateur local, vous ne le trouvez pas là, il a peut-être jamais répondu à l'enquête ou peut-être il a demandé à ne pas figurer sur le site. Si je peux me permettre juste de reprendre la parole en l'occurrence. J'avais coupé la caméra volontairement pour pas. Simplement sur ce sujet-là, c'est vrai que bon, les us et coutumes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur un métier qui est en constante évolution. Les us et coutumes de l'ensemble des gens et des acteurs de Fédérec ont aussi beaucoup évolué dans le temps. Et aujourd'hui, la communication fait partie intégrante de notre métier. Donc, je veux dire, globalement, n'hésitez pas à poser des questions parce que voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. Et l'ensemble des gens à qui vous allez poser des questions vous répondront, y compris sur les endroits où terminent entre guillemets vos déchets, puisque éventuellement on a une obligation réglementaire de vous fournir ces informations. Donc il y a quelques autres questions dans le chat qui portent vraiment sur des déchets spécifiques. Donc vous inquiétez pas, on les prendra en individuel et on vous répondra individuellement après le webinaire, d'autant plus que là le temps tourne. Au niveau de la présentation, simplement pour conclure, vous aurez sur le support des coordonnées en fait des acteurs d'autres acteurs de la gestion des déchets. Bon, vous connaissez vos collectivités locales, vous connaissez certainement vos déchetteries. Certaines déchetteries de collectivités acceptent les déchets d'entreprise, pas d'autres. Il y a aussi des prestataires qui travaillent en lien avec l'économie sociale et solidaire qui sont peut-être des acteurs à interroger. Et toutes les filières REP. On avait fait un webinaire là-dessus en octobre dernier. Ce sont aussi des acteurs qui sont susceptibles de vous renseigner. Donc, n'hésitez pas également à consulter vos collègues, vos conseillers CCI qui sont présents sur tout le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez leurs coordonnées sur le support. Et puis, donc vous aurez les liens vers toutes les fédérations. C'est vrai que Fédérec est intervenu aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule fédération au niveau du recyclage. Comme le disait Serge Ponton, n'hésitez pas à passer directement par eux ou par nous, les CCI, pour trouver des solutions, sachant que
on ne prétend pas faire des miracles, mais au moins on pourra vous aider à chercher et à trouver le bon prestataire pas loin de chez vous. On vous a mis également la liste de tous les éco-organismes, comme je le disais, par rapport aux filières REP. Je pense qu'on a traité la quasi-totalité des questions. Alors Alice, Serge, je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion à nous donner. On est parfaitement dans le timing. Je vous en remercie beaucoup. Moi, je vous remercie pour nous avoir accueillis pour ce webinaire. Et puis, en effet, nous aussi, on reste disponible. Cette année, comme je l'ai dit, on va s'intéresser beaucoup aux déchets des entreprises. Donc, on va sûrement collaborer et puis peut-être être amené à questionner directement les entreprises. Donc, on va vous solliciter peut-être. Voilà. Merci. Merci. Pas mieux pour moi, effectivement. En tous les cas, les informations que je vous ai données, elles sont consultables et n'hésitez pas effectivement à solliciter la fédération professionnelle si vous avez des questions ou des demandes, et y compris d'ailleurs Alice qui vous a présenté effectivement le site internet sur lequel vous avez tout un tas d'informations qui sont complémentaires. Merci à tous, merci de votre disponibilité et de votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire Optime Déchets. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée.